Lucky Luke. Tout le monde aime bien, même les filles. Et pourtant, les westerns sont des histoires de mâles virils en milieu hostile. Mais Lucky Luke est un peu différent. Même si personne n'a rien à en dire, puisque Lucky Luke va de soi. Son univers est tellement familier. On ne sait pas si c'est vraiment le Far West, puisqu'en Europe, eh bien, c'est souvent par Lucky Luke qu'on l'a découvert. En fait, on se demande l'inverse. Le Far West, il est fidèle à Lucky Luke ? Vu d'ici, sans la connaître, on trouve souvent l'Amérique profonde imbécile. Un désert peuplé d'idiots, mais où tout serait encore possible. Le rêve américain, quoi. Ou un cauchemar, ou voir les deux à la fois, mais un mirage, un trip. Fume, c'est du franco-belge. Lucky Luke fait partie de cette première génération des héros de la bande dessinée européenne qui sont presque exclusivement le miroir du lecteur. Lucky Luke n'a pas de passé, n'a pas de famille, on ne sait rien de ce personnage à part qu'il tire plus vite que son ombre. Ah bah c'était bien la peine de vendre plus de 300 millions d'albums pour en savoir si peu. Sans compter les multiples adaptations sur tout format, au ciné, à la télé et même en jeux vidéo, qui en font l'un des personnages les plus populaires de l'histoire de la BD européenne. Donc, on sait que Lucky Luke tire plus vite que son ombre, mais soyons un peu plus spécifiques. Ce qu'on sait aussi, c'est que... Ah oui, si, c'est le genre de type sur qui on peut compter. Comment ça va ? Quel que soit le problème qui surgisse, il y a toujours ce recours d'appeler Lucky Luke à la rescousse. Il arrive, il règle la situation, il repart. Donc c'est un schéma qui est extrêmement répétitif, qui permet justement au personnage à la fois de se bâtir une légende. Daisy Town a besoin de toi. Et en même temps d'être à la fin de chaque histoire complètement vierge et de pouvoir repartir à neuf sur autre chose. Bon, ben je vais vous laisser. Lucky Luke n'accumule rien. Oui, il a disparu. Plus vite que son ombre. Un des éléments qui me semble important aussi dans Lucky Luke, c'est au fond l'irréalisme foncier d'un certain nombre de situations. Et enfin, dans Lucky Luke, on a quand même un personnage qui est le tireur le plus rapide de l'Ouest et qui est capable de... Là, on est évidemment dans quelque chose qui est déjà totalement impossible à croire. On a le cheval Jolly Jumper qui est capable de... Et puis on a le fait que dans Lucky Luke, on n'arrête pas de tirer dans tous les sens et que personne n'est jamais blessé. De la même façon que quand... victimes de ces explosions s'en tirent avec quelques ecchymoses et ne sont jamais blessés, encore moins tués. De façon générale, on sait bien que c'est pas le réalisme qui exprime de manière le plus vif et juste la réalité. Et donc, en fin de compte, l'épure, la simplification, les raccourcis sont parfois des moyens beaucoup plus efficaces et beaucoup plus justes de raconter, de faire sentir, de transposer le réel. Initialement inspiré du physique de Gary Cooper, Lucky Luke lui-même s'est progressivement simplifié jusqu'à l'abstraction. C'est une épure, c'est un personnage qui est une enveloppe dans laquelle le lecteur peut se projeter pour vivre des aventures et qui n'existe que toujours par contraste avec les personnages secondaires. Du coup, des personnages secondaires, il y en a pléthore dans Lucky Luke. Et d'abord les réguliers, les piliers de Saloon, qui font partie de la famille des soifards de l'aventure. Je l'accompagne, moi, son cheval fidèle, Jolly Jumper. C'est la balade des Dalton. Moi, c'est Joe. Et lui, là-bas, c'est William. Et lui, c'est Jack. C'est exact. Ah bah, alors moi, c'est Avril. Ah, Avril, c'est ça. Le surveillant des odieux personnages
C'est le fameux l'étonnant Rentemplant. C'est la balade des Dalton. Les Dalton et Rentemplant ont apporté à l'univers de Lucky Luke quelque chose de fou. En fait, c'est ce qui est assez... pour moi, Lucky Luke, c'est un personnage sage dans un univers en folie. Ça remplit des vides, ce qui est très précieux en bande dessinée, parce qu'on est souvent amené à faire des images qui sont nécessaires pour l'histoire, mais qui ne sont pas drôles. Alors à ce moment-là, il est utile d'avoir un cheval qui parle ou un chien qui est très bête. La plus grande erreur sur Lucky Luke, c'est de confondre la candeur de Rentemplant et celle de d'Avrel. C'est très subtil. C'est incroyablement subtil. C'est pas du tout la même candeur. Rentemplant, c'est clairement quelqu'un qui est plutôt dans l'inversion, dans la vision de la réalité. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce cher Rentemplant? C'est très simple, il est très bête. Avrel, c'est plutôt quelqu'un qui est déconnecté avec le temps. Qui est toujours dans cette espèce de retard assez étonnant. Ça doit être Grass City, ici. Mais ce qui rend l'univers de Lucky Luke cohérent, tout en soulignant la folie des principaux protagonistes, c'est le soin avec lequel est décrit l'arrière-plan historique et les petits personnages qui y sont mis en scène. La plupart du temps, les histoires de Lucky Luke se déroulent dans une petite ville. Elles sont toutes interchangeables, elles se ressemblent beaucoup, même si Maurice ne dessine jamais deux fois la même. Hein. Et cette petite ville, c'est le microcosme. Le microcosme où on va pouvoir examiner en réduction, à la loupe, toutes les tensions qui traversent la société de l'époque à travers un petit nombre de personnages archétypaux. Les amis, c'est ici que nous allons construire notre ville. Les petites villes du Far West qui sont mises en scène dans Lucky Luke. L'absence de femmes. Voilà, il y a très peu de femmes, il y a que des bigots, des gens qui changent d'avis, qui sont veules, qui sont lâches, ou alors qui sont extrêmement cupides. Donc il y a la mise en scène de plein de passions humaines éternelles, mais sur un truc très dépouillé qui est justement cette frontière du Far West où les gens sont face à eux-mêmes. La lâcheté. La lâcheté de la ville, quand tout le monde se fuite, au moment où il se passe quelque chose. C'est la lâcheté d'une société qui pourrait faire penser que c'est dans l'Ouest, à l'époque de Lucky Luke. Non, non, c'est la société. Il y a la lâcheté tous les jours. Et on voit qu'au moment où il faut intervenir, il y a des gens qui regardent la godasse ou qui vont faire un tour, mais loin du saloon. Le lecteur européen est projeté dans cet Ouest américain, à la frontière entre discours sur soi-même et description de l'ailleurs, entre fiction et réalité avec de vrais cow-boys et de vrais Indiens, mais surtout avec leur mythologie. Car pour les enfants d'avant l'âge de la conquête spatiale, le Far West incarnait avant tout la dernière frontière que repousse l'aventure. La frontière entre ordre et chaos, entre liberté des grands espaces et fétichisme de la propriété privée, entre puritanisme et dépravation, entre l'ennui d'une vie rangée et les chevauchées fantastiques. Il y a la culture américaine, avec les vastes paysages et la prairie. Et évidemment, l'histoire se déroule en Amérique. Mais ça reste néanmoins très européen. Le jeune Maurice de Bévert, futur créateur de Lucky Luke sous le pseudonyme de Maurice, avait lui-même bien besoin de s'évader. Et comme toutes les histoires de cow-boys, la sienne commence à l'ouest. Mais en l'occurrence, l'ouest de la Belgique flamande. Cet univers souriant de grandes plaines agricoles ne peut évidemment que lui évoquer le Far West. Lucky Luke est comique. Certes, il y a des influences américaines, mais il y a aussi des influences catholiques, flamandes. On voit qu'en fait, comme Maurice l'a dit lui-même, Lucky Luke est pétri de valeurs chrétiennes, inculquées par les jésuites à Aalst pendant son adolescence. Tijdens zijn periode als tiener, als puber, bij de Jezuïeten in Aalst. Dus hij is geboren in 1923. Il est né en 1923 à Courtrai. Et son père avait une usine de pipes.
Mais il n'avait pas du tout le cœur à ça. Et je pense qu'il avait tout sauf envie de se charger de l'usine de son père. Dans ce contexte de rêve, curieusement, le jeune garçon s'intéresse à tout ce qui vient d'ailleurs. Les premiers dessins animés américains le fascinent et il trouve ainsi très tôt sa vocation. Il avait chez lui un projecteur Pathé Baby. Et ça a été important. Parce qu'avec ce projecteur, on pouvait faire des arrêts sur image. Et comme ça, il pouvait apprendre comment fonctionnait l'animation. Si on regarde attentivement le premier Lucky Luke, on se rend compte qu'il a un peu une tête de Popeye tordu. Il a 4 doigts, comme on le faisait dans l'animation à l'époque. On y retrouve toutes les influences de l'animation. Contre-plongée, plongée, arrêt sur image, tout est là. On peut dire que ce premier Lucky Luke, c'était de l'animation pure. Maurice est embauché en 1945 par un petit studio d'animation belge. Mais à la Libération, l'embargo imposé par les nazis sur les films venus des États-Unis est levé. Et le studio fait faillite. Ah, misérable chat! Il fallait faire autre chose, j'ai choisi ce qui se rapprochait le plus du dessin animé, c'est-à-dire la bande dessinée. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi un cow-boy? Je ne sais pas. Je crois que j'ai toujours été amateur de western quand j'étais gosse. Le journal de Spirou est le magazine jeunesse des éditions Dupuis. Joseph Gillin, dit JG, s'épuise à remplir seul les pages de l'hebdomadaire. Les jeunes sortis de chez CBA viennent proposer leur aide à ce dessinateur incroyablement polyvalent. JG est tellement soulagé qu'il va même les héberger chez lui. Franquin, qui reprendra le personnage de Spirou, et bien sûr Maurice, qui a déjà imaginé son personnage pendant les temps morts de son travail au studio. Lucky Luke galope pour la première fois fin 1946 et devient immédiatement l'une des bêtes de course de l'écurie Spirou. Le western était vraiment un appel à l'aventure et aux grands espaces qui ne pouvait faire que rêver des enfants et des adolescents dans une petite Belgique un peu étriquée. Et il y a d'une part le mythe du western, secundo le mythe américain aussi, qui va évidemment être énorme, pas seulement en France, mais aussi en Belgique après la guerre, avec le plan Marshall, avec cette culture populaire qui envahit les espaces publics de manière extrêmement importante. Un univers américain suffisamment lointain et exotique pour se permettre de le fantasmer et de le remanier à la sauce locale, en habillant par exemple son cow-boy aux couleurs du drapeau belge. Les auteurs belges, effectivement, vont s'emparer de cette mythologie américaine et il va y avoir un versant réaliste et un versant humoristique. Le versant humoristique, c'est Lucky Luke. Le versant réaliste, c'est Jerry Spring, de JG. Et c'est vrai que le lecteur européen voyage autant avec la mythologie du western, avec Jerry Spring et sous un angle humoristique avec Lucky Luke, qu'à travers le cinéma américain. Mais l'appropriation par des Européens de l'imaginaire du Far West ne commence pas par la bande dessinée belge. Les premiers westerns que Maurice a vus enfant sont ceux de l'américain Tom Mix, considéré comme le pionnier du genre. Mais aussi ceux d'un jeune Parisien qui a été cow-boy aux États-Unis, Joey Hamann, et dont Maurice dira « Ce pionnier du film muet a beaucoup fait pour introduire l'histoire de l'Ouest, tant dans la presse que dans le cinéma français. » Dans le cinéma surtout, car il tourne dans les années 1910 les premiers vrais westerns au monde, et pas exactement là où on s'y attendrait. Les Américains sont très forts, mais le premier western, même s'il n'est pas terrible, il a été tourné en Camargue, avec des chevaux, et c'est mon grand-père qui fournissait les chevaux, il fournissait les taureaux. Le grand-père est l'excentrique marquis Folco de Baroncelli Ravone. En 1905, il assiste au Wild West Show de Buffalo Bill en tournée en France. Le spectacle retrace l'histoire de la conquête de l'Ouest en la romançant. Buffalo Bill invente le folklore du western qui restera à jamais dans l'imaginaire collectif. Et Baroncelli va appliquer à la Camargue la même recette. Il réinvente le folklore, empruntant aux traditions locales et au Wild West Show, dessinant costumes et emblèmes. Il pousse l'enthousiasme pour l'Amérique jusqu'à s'habiller en sioux. Il fait la connaissance d'un ami de Buffalo Bill, Joey Hamann, qui cherche à faire du cinéma et à qui il propose de venir tourner sur ses terres. Dans les paysages de ce Far West européen réinventé, Hamann, le marquis et ses hommes jouent aux cow-boys et aux Indiens dans des costumes que leur a laissés Buffalo Bill. Tourner en Camargue relève de l'expédition en brousse, à une époque où aux États-Unis, les rares films du genre sont tournés en studio. Les plans sont extrêmement innovants pour l'époque.
Hamann fait des cascades de plus en plus spectaculaires. Il emploie les techniques que des amis Sioux lui avaient apprises dans une réserve du Dakota du Sud. Des techniques aussi inutiles que dangereuses, dont le seul but était d'impressionner les filles, en attendant l'invention du tuning. Il fallait ou une chute terrible, ou un combat avec un taureau, ou enfin... Et évidemment, c'est moi qui imaginais mon supplice, et je n'obligeais personne à m'obliger de le faire. Car si on m'avait demandé de le faire, je ne l'aurais peut-être pas fait. Impressionné, les Américains lui proposent même de venir tourner en Arizona. Mais c'est finalement dans les tranchées de la Marne qu'il se rend. Et après-guerre, l'industrie du cinéma américain n'a plus besoin d'un cow-boy français. Bien avant Lucky Luke et Jerry Spring, Joey Hamann et le marquis Baroncelli ont posé les bases du western européen. Hamann se consacre ensuite à la BD et aux articles sur le Far West pour la presse enfantine. Maurice dira dans un entretien que la qualité de ses illustrations était évidemment due à son expérience directe des États-Unis. Il va emprunter un chemin similaire pour faire évoluer Lucky Luke. Car J.G., l'auteur phare du journal de Spirou, s'inquiète de l'escalade des tensions avec l'URSS en Europe. Il propose à ses jeunes disciples, Franquin et Maurice, de partir avec sa famille en Amérique. Les trois dessinateurs embarquent le 3 août 1948 sur le New Amsterdam qui les mène à New York. On achète une voiture, mon père. Il fait un trait sur la carte des États-Unis, New York, Los Angeles. Et après, on a suivi la route plus ou moins, quoi. Voilà. Bien qu'ayant emporté une tente canadienne qu'on avait achetée, une énorme tente de l'armée, plus d'élite camp, on s'en est jamais servi. Sauf une fois dans le désert, mais on l'a vite remballé parce qu'on a été attaqué par des fourmis. Donc c'est la seule fois où on s'est servi de cette tente. Maurice traverse les prairies, les déserts et les grands sites mythiques de l'Ouest. Son rêve américain devient réalité. Et les pannes de leur vieille Ford bricolée par J.G. lui laissent largement le temps de s'imprégner des décors naturels de l'Amérique, avant de retourner s'installer à New York. Il ne connaît pas encore René Goscinny, le futur scénariste de l'âge d'or de Lucky Luke, ainsi que d'Astérix, du Petit Nicolas et d'Isnogood. Goscinny a grandi à Buenos Aires, l'une des grandes destinations des Juifs ayant fui l'Europe pour des cieux plus cléments. Pour moi, il y avait des termes d'un exotisme extraordinaire. C'était Corrèze, Angoulême, Limoges, les Deux-Sèvres. Tout ça, c'était terriblement exotique. Ce qui était banal, c'était Gaucho, Mendoza, les Andes, la Pampa. Ça, c'était banal. Par contre, la Corrèze. Un jour, j'irai visiter la Corrèze. Son père meurt brutalement en 1943 alors que l'économie argentine se dégrade. Il part 2 ans plus tard pour New York en quête de travail. J.G., lui, s'installe dans le Connecticut en 1949 et rencontre Goscinny par l'intermédiaire d'un fromager. Jean de Montmarsan, qui était un Français qui vendait du fromage aux États-Unis. D'ailleurs, Goscinny, Maurice, ça s'est fait à travers mon père, en fait. Je me souviens les crampes que j'avais le premier soir, le premier jour que je l'avais rencontré, tellement on avait rigolé. Sans le sou, les 2 jeunes gens passent leur soirée ensemble dans l'appartement de Maurice à Brooklyn, à partager leur grande passion, regarder des westerns en buvant du whisky. Maurice ne demandera à Goscinny de devenir son scénariste qu'à son retour en Europe en 1955. Mais déjà, lorsqu'il bute sur une histoire de Lucky Luke, il lui demande conseil. Et Goscinny trouve les solutions à une vitesse fulgurante. Une autre rencontre décisive va se produire à New York. Goscinny présente à Maurice la future équipe d'un magazine composé, comme l'annonce son accroche, de récits conçus pour vous rendre fou. Mad est d'abord un comic book écrit par un seul homme, mais avec une brochette de dessinateurs géniaux autour de lui. Et cet homme, c'est un juif de Brooklyn qui s'appelle Harvey Kurtzman.
Et le propre de Mad, ça va être de satiriser la société américaine, et notamment le monde des médias, de la publicité, etc. Mais surtout, ils vont se faire une spécialité des parodies. Toutes les œuvres qui sont, je dirais, inscrites dans l'imaginaire collectif de la société américaine vont être passées à la moulinette de cet humour extrêmement explosif et très nouveau pour l'époque, qui est celui d'Harvey Kurtzman. Et il découvre auprès de ses auteurs les vertus, je dirais, de la parodie et de la culture populaire. Et immédiatement, il intègre comme ça des parodies d'acteurs et des caricatures d'acteurs et voilà un style qui tend vers la comédie. Maurice s'attelle à Fil de fer, l'épisode de Lucky Luke le plus mad. C'est une parodie de L'Homme des Vallées Perdues de George Stevens, premier western dans lequel on peut voir la silhouette longiligne de Jack Palance, qui marque l'esprit de Maurice. Il l'étire encore en s'inspirant des techniques du dessinateur Jack Davis. L'album est plus violent que les précédents et les éditions Dupuis décident de ne pas publier Fil de fer dans Spirou, journal destiné aux enfants. L'influence de Mad rend le style graphique de Maurice extrêmement singulier, mais le mène à une impasse pour ce qui est du scénario. Car depuis 1949, la bande dessinée belge doit montrer patte blanche pour être diffusée en France. Monsieur, vous êtes à une commission qui doit, je pense, surveiller la presse. Cette commission est chargée tout d'abord de veiller, selon l'article 2 de cette loi de 49, à ce que ne se rencontre dans les publications destinées à la jeunesse aucune rubrique, aucune insertion, aucune illustration présentant sous un jour favorable le vol, le banditisme, la lâcheté, etc., en expurgeant, en essayant de bannir de la presse enfantine tous ces éléments nocifs pour la moralité juvénile. Je crois qu'elle y est parvenue dans l'ensemble. Il y a une dimension très hypocrite dans tout ça, parce qu'il y a aussi une demande des éditeurs qui voit arriver toute la nouvelle génération des bandes dessinées américaines, en particulier les super-héros. Donc cette loi protectrice, en fait, elle est là pour empêcher, en sous-main, empêcher l'arrivée de la bande dessinée américaine. Mais on en profite aussi au niveau de la morale pour imposer un carcan. À partir de 1949, plus le moindre cadavre, plus de sang, rien du tout. Je crois quand même tout ça pour éviter de traumatiser les jeunes lecteurs, ou plus exactement pour éviter de traumatiser les messieurs et les dames de la censure. Figurez-vous qu'il y a une version expurgée de mes albums en France, et où il manque la fameuse page de Billy the Kid qui est en train de sucer le revolver de son père, au lieu de sucer la tétine. Ils ont trouvé que c'était trop féroce, que c'était de mauvais goût. Moi, je n'ai pas discuté. L'éditeur non plus, on s'est contenté de supprimer. Donc ceux qui veulent lire la version intégrale devront aller en Belgique pour l'acheter. Sauf qu'en 1955, le gouvernement belge se met lui aussi à accuser la BD de pervertir la jeunesse. Contre toute attente, c'est l'Église qui va protéger cette industrie dépravée, mais pas sans contrepartie. Ce que peu de gens savent, c'est que Spirou, l'hebdomadaire, et Tintin avaient dans leur rédaction un membre du clergé. Et ils déterminaient ce qu'était la morale chrétienne, ce qui correspondait aux valeurs chrétiennes. En charge de la morale chez Spirou, l'abbé Sonnet apporte une attention toute particulière à l'ardeur religieuse des couvertures de Noël. Et, de toute évidence, Maurice met une bonne volonté surdimensionnée à honorer ses demandes. Il fallait qu'à ce moment-là, le héros d'une bande dessinée soit tout à fait noble, serve de modèle pour toutes les qualités possibles et impossibles. Et on ne pouvait pas le rendre ridicule comme on le fait maintenant normalement. Excédé par cette triangulaire de la bien-pensance à laquelle son éditeur se plie sans discuter, Maurice se vengera des années plus tard en publiant dans un fanzine belge une planche dans laquelle Lucky Luke peut enfin se lâcher. Mais dans l'immédiat, il se débat seul pour raconter des histoires non violentes au Far West. Il appelle à l'aide son ami René Goscinny qui trouve la solution. Les saloons, les prostituées, les règlements de compte, l'alcoolisme, il y a tout ça dans Lucky Luke. Il y a tout, mais traité de manière extrêmement allusive et on sait bien que la création sous contrainte peut donner des œuvres exceptionnelles parce que justement, il y a cette contrainte qui oblige l'imagination à carburer pour déjouer la censure. En fait, je me demande si finalement, c'est pas ça que la solution de Goscinny, c'est que Maurice, en fait, il n'arrive pas à se débarrasser de la méchanceté. Et en fait, ce que lui apporte Goscinny, c'est remplacer la méchanceté par la bêtise. Mets un bâton de dynamite contre la porte du coffre et allume la mèche. Après, viens nous rejoindre à l'abri. Hé, Joe!
Tu crois pas qu'on aurait dû enlever la caisse de dynamite qui est sur le coffre? Pardon? Ça permet de retrouver des tensions tout en évacuant ce qui gênait la censure. Et en fait, c'est quelque chose dont je viens de prendre conscience pendant notre discussion. On refait le livre. La bêtise, tu l'as dans Is No Good, tu l'as dans Astérix, il y en a partout. Mais je trouve qu'elle est, dans sa forme chimiquement la plus pure, c'est quand même dans Lucky Luke. Parce qu'il y a une quantité d'imbéciles dans la série, c'est magnifique, c'est vraiment splendide. Il y en a partout, partout, partout. Débarrassé des épineux problèmes de scénario, Maurice finalise son style graphique si particulier. Il faut savoir qu'il crayonnait très très peu, il faisait des petites mises en place très simples et qu'il inventait à l'ancrage. Et c'est d'ailleurs un ancrage terriblement jeté, c'est presque du free jazz, quoi. C'est très libéré. Son pinceau est d'une dextérité folle. On dit que pour faire une bande dessinée de western, il faut aimer dessiner les chevaux. Après Joe Hamann, Jean-Claude Mézières, le dessinateur de la série de science-fiction Valérian et Laureline, est certainement le seul dessinateur français à avoir été cow-boy aux États-Unis. L'avis d'un spécialiste qui a dessiné les premières planches de Valérian dans un ranch entre des bottes de foin. Lucky Luke à cheval, il est toujours bien en selle, sauf quand il bondit un petit peu de trop, mais moins que Blueberry qui par moments lui fait des triples galops en tirant sur la tête de son cheval, alors que si le cheval est au galop dans une descente, t'as pas intérêt à lui tirer sur la gueule, quoi. Et tout ça, Maurice ne fait pas des erreurs comme ça. Si je dessine sur le sol antérieur droit, je dois en même temps mettre sur le sol postérieur gauche. Oui, là, il a la pointe du sabot qui effleure à peine le sol, c'est-à-dire il va poser le pied, tandis que les deux autres sont déjà en appui. Pendant 6 mois, j'ai travaillé toutes les attitudes de chevaux et finalement, je me suis rendu compte que Maurice tournait aux alentours d'une douzaine d'attitudes que l'on pouvait inverser. On a le droit de tricher un petit peu tout de même parce qu'une légère différence est quelquefois conseillée. Et ça ne servait à rien d'aller plus loin parce que de toute façon, c'est les fameuses photos de Muybridge. Si vous regardez, il y a des allures qui ne sont pas belles. Donc ça ne sert à rien de dessiner un cheval si le dessin va donner une allure qui n'est pas jolie. Les rapports conflictuels qu'entretiennent les dessinateurs du journal de Spirou avec les chromistes de l'imprimerie poussent Maurice à codifier même les couleurs. Il m'avait dit c'était tellement n'importe quoi qu'un jour je leur ai mis ici couleur ad libitum. Et il dit, le chromiste m'a téléphoné en disant ad libitum, ça nous n'avons pas. Formidable. Et ben, voilà, et en gros, il avait tellement intégré que les couleurs, ça risquait d'être du grand n'importe quoi, qu'il a créé du pop art avant le pop art, c'est-à-dire que dans une page d'incendie, toute la page est rouge. Et ça fonctionne admirablement. Il y a des avant-plans où Lucky Luke est bleu, le ciel est jaune. C'est extraordinaire. Il y a une codification des couleurs anti-réalistes. Et ça partait aussi d'une logique très, très forte. Il dit, je suis dans une bande dessinée qui est de la caricature, qui n'est pas du tout dans le réalisme. Pourquoi est-ce que je ferais une mise en couleur réaliste? Allons-y, faisons une mise en couleur au diapason de mon dessin. C'est très pensé, Lucky Luke. Je me souviens, un jour, on a déjeuné, dîné ensemble, et j'étais avec Giraud Blueberry, qui évidemment, lui, brillantissime, le dessinateur, toutes les plumes des coiffes d'indiens et tous les plis des pantalons en cuir des cow-boys. Alors qu'il commençait déjà à être très, très confirmé. Il dit à Maurice, mais pourquoi tu dessines toujours des gros rochers puis les petits sapins derrière? Tu veux pas faire un petit peu plus autre chose, un peu plus de... Oh, mais moi, je ne saurais pas faire. Hein. Moi, je ne saurais pas faire ça. Non. Fermez la porte, la discussion était terminée. De la même manière que Maurice est un dessinateur à formule, Goscinny, on peut dire que c'est un scénariste à formule. C'est quelqu'un qui va organiser l'univers de Lucky Luke, qui va le structurer, systématiser la mise en forme des intrigues et un certain type d'humour aussi. L'humour de Lucky Luke n'étant pas du tout l'humour d'Astérix ou d'Is No Good ou du Petit Nicolas. Maurice avait horreur des jeux de mots, il lui avait interdit d'utiliser les jeux de mots qui sont nombreux dans Astérix. Bon, les jeux de mots n'avaient pas le droit de citer dans Lucky Luke. Et donc ça a été une contrainte finalement extrêmement féconde pour Goscinny, puisque ça l'a amené à jouer d'autres ressorts du comique, hein, donc beaucoup plus un comique de situation.
avantage sur moi, il faut que je me méfie. Lui, il peut faire les scénarios, moi je peux pas faire les dessins. Ça, j'ai jamais su dessiner Lucky Luke. Vous avez essayé? Bien sûr, en cachette, en me disant si un jour il est fatigué, pof. Mais j'ai pas réussi. Puis le cheval, il a plein de pattes. 4, c'est énorme. Par contre, j'ai vu Goscinny écrire, taper à la machine, un scénario d'une page de Lucky Luke en 9 minutes, 5 secondes ou quelque chose. Oui, j'ai ça, voulu 10 dixièmes. fignoler. J'ai voulu fignoler ce jour-là. Je crois qu'il regrette d'avoir battu ce record devant moi, parce que depuis lors, il s'imagine que j'estime qu'il gagne trop facilement sa part du gâteau. Ce qui n'est pas vrai du tout, d'ailleurs. Oui. Si on regarde la carrière de Maurice, on se rend compte de 2 choses. La première, c'est que le scénario, il y tient, mais ça l'encombre. Donc il va s'en débarrasser et il va le donner à Goscinny. Évidemment, il va rester en contrôle, c'est le metteur en scène, mais quand même, il délègue l'écriture à quelqu'un d'autre. Le dessin, il cherche une solution pendant 10 ans, mais une fois qu'il l'a trouvé, il n'en bouge plus. Donc ça sous-entend 2 choses, que 1, le dessin ne l'intéresse pas tant que ça, et que 2, l'écriture ne l'intéresse pas tant que ça. Il reste quoi? Il reste la mise en scène. Je crois vraiment, a posteriori, que c'est la mise en scène qui le préoccupait le plus. On dit « Oh, c'est un mec paresseux, il y a peu de décors. » Non, non, non. Il fait une première case large où il place tout, la rue, le saloon, de manière impeccable. Et puis il dit, le lecteur a dans l'esprit ce décor, il l'a bien intégré. Je peux me concentrer sur l'action et les expressions des personnages et je gomme le décor dans les cases suivantes parce que le décor est encore en mémoire chez le lecteur. Et donc, quelque part, là, il travaille comme un cinéaste. Il fait le plan large pour dire où on est. Et puis, il fait des gros plans où il s'attaque uniquement à la commedia dell'arte, quoi, à la dynamique des personnages. Il y a ce côté-là, c'est-à-dire la question de la position de la caméra, comment on va faire jouer les acteurs, le décor, il faut le faire comme si, on va essayer de jouer, on va essayer de jouer sur la perspective ou au contraire sur les plans rapprochés. Il se pose effectivement des questions de narration tout le temps. Il y a cette dialectique qui est très intéressante chez Maurice entre le personnage impassible, flegmatique d'un côté, le personnage extrêmement colérique et émotif de l'autre. Toute la gamme des émotions s'organise chez lui entre ces 2 pôles qu'il met en tension. Je pense que Goscinny l'avait bien observé, ça, l'avait compris, et il va s'ingénier dans ses scénarios à imaginer des situations où un personnage va perdre justement son impassibilité, basculer de l'autre côté. Ce qui m'intéresse beaucoup chez lui, c'est la codification des émotions. La manière dont ces personnages expriment par la physionomie mais aussi par le corps les émotions qu'ils ressentent. Un personnage qui est content dans Lucky Luke lance son chapeau en l'air. Un personnage qui est surpris voit le chapeau qui se soulève tout seul au-dessus de sa tête. Un personnage qui est en colère jette son chapeau par terre et le piétine furieusement. Cet accessoire, le chapeau, devient absolument indissociable de l'expression de 3 émotions différentes et ça revient de manière systématique dans les images de Maurice. Et ça, ce sont des choses qu'il a inventées. Travaillant comme des metteurs en scène et sous l'influence de leurs amis de Mad Magazine, Maurice et Goscinny vont s'appuyer fortement sur les œuvres qu'ils parodient pour donner toute leur puissance au récit. Ben, la Diligence, c'est la chevauchée fantastique de John Ford. Il reprend tous les ingrédients et au lieu d'en faire un pâle pastiche référentiel, non, ça fonctionne à 2 degrés. All aboard for Dry Forks, Apache Wells, Lee's Ferry, and Lordsburg. Au premier degré, il y a une excellente aventure avec un mystère, avec du suspense, avec un vrai fil narratif. Et au second degré, il y a énormément de private jokes qui amuseront les amateurs de western.
Parfois également, nous essayons de démystifier certains cinémas, comme l'ancien cinéma western avec Rintintin, que j'ai beaucoup vu quand j'étais gosse, avec le chien absolument intelligent, Sublime. C'est ça. savant et tout ça. Là aussi, j'ai trouvé qu'il fallait le démystifier. Alors, ramasse, ramasse. Mais qu'est-ce qu'il me veut, ce type? Comme ça, imbécile. Après, il y a des gueules. Le cinéma, c'est aussi évidemment un grand pourvoyeur de gueules, d'acteurs, et Maurice n'avait pas attendu la rencontre avec Goscinny pour aller puiser aussi de ce côté-là. Le génie de Maurice, c'est qu'il va faire énormément de caricatures d'acteurs hollywoodiens, anglo-saxons, et parvenir à les absorber complètement dans son univers. Il y a David Niven qui joue le professeur de bonne manière de Calamity Jane dans l'album du même nom. Il y a même Alfred Hitchcock en barman. Il y a Wallace Berry qui est le conducteur de la diligence. J'ai un but bien précis quand je le fais, parce que je trouve qu'en bande dessinée, le dessinateur est amené à dessiner tellement de personnages que après un certain temps, il tombe automatiquement dans les mêmes têtes qui deviennent passe-partout. C'est la boule avec une autre boule pour le nez, etc. Et pour échapper à cet écueil, le meilleur système, c'est évidemment de prendre des têtes qui existent. Mais pour moi, le cinéma n'est qu'une des sources de Lucky Luke. Hein. Il y a aussi l'histoire de la conquête de l'Ouest avec ses figures légendaires, le Billy the Kid, le juge Roy Bean, Jesse James. Ce sont des personnages historiques que l'on va retrouver dans Lucky Luke. Les meilleurs, je trouve, albums de Lucky Luke, ils partent de faits historiques avérés. Alors il y aura la ruée vers l'or, il y aura la question de la construction du chemin de fer, du télégraphe. Et donc, de prendre un fait historique avéré, de l'extrapoler, de le rendre un petit peu burlesque, mais avec cette base super solide, cette documentation qui est quand même énorme. Donc ce sont toutes ces formules-là qui, en se conjuguant, vont permettre à la série de se renouveler. Et puis, très rapidement, elle fonctionne avant tout sur sa propre mythologie, qu'elle a progressivement sécrétée, finalement en autarcie. Je vois vraiment Maurice comme quelqu'un d'attaché à décrire un monde. Ce qu'il allait y mettre dedans, je crois qu'il ne savait pas trop. Et je pense que Goscinny a habité ce monde de rapports de force, de rapports de société, et que ça, c'était pas prévu. Je suis absolument certain que l'éveil politique de beaucoup de gens de ma génération vient de Lucky Luke, vient de Gaston, je suis absolument certain de ça, parce que il y a une capacité de se moquer des figures du pouvoir, c'est extraordinaire. Il y a vraiment quelque chose qui a disparu de la bande dessinée franco-belge et qui la caractérise à cette époque et qui, je crois, vraiment a fait la construction intellectuelle de beaucoup d'enfants. C'est le sentiment d'utopie. De tous les mondes de jeunesse qui sont donnés à lire aux enfants, le plus violent reste celui de Lucky Luke, c'est celui du western. Et en fait, la manière dont Lucky Luke gère cette violence, c'est-à-dire avec une forme de désinvolture et de tranquillité, même quand il tire ses petits pointillés, cette manière qu'il a de montrer aux enfants que la violence, ça va se régler. C'est quelque chose qui est très rassurant pour un enfant. La violence s'est emparée de Daisy Town et risque de l'étouffer. Pour sauver la jeune cité, il faudrait un homme courageux, un homme honnête, un homme capable de faire triompher la justice et ramener la paix. Cet homme, le voici. Cet homme, c'est Lucky Luke. C'est quand même une série qui s'est développée dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, donc un monde où on voyait l'avenir plus rose qu'on ne le voit aujourd'hui. Il y a un optimisme finalement qui fait le fond de cette série.
Évidemment, avec le regard rétrospectif qu'on peut porter sur elle, on peut aussi déplorer que la place faite aux Noirs, aux minorités, aux Chinois, la place faite aux femmes, soit finalement assez mineure, voire contestable. C'est pas un restaurant chinois ici? Ah non, c'est une blanchisserie, comme le précise clairement ma modeste enseigne. Ça fait 70 ans qu'on dessine Lucky Luke, donc évidemment, les choses évoluent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de nana au début de Lucky Luke, dans les tout premiers, Maurice tout seul. Après, avec Goscinny, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, le cow-boy solitaire, il a du mal à avoir une nana avec lui. C'est un peu la quadrature du cercle, ça. J'ai eu une fois un courrier d'une dame qui m'a dit « Mais vous ne mettez toujours que des femmes, essentiellement, soit des bigotes, soit des cocottes de saloon. » Mais le problème, c'est que l'Ouest, comme il est décrit, c'était ça. Maurice a d'ailleurs fait un album qui s'appelait La fiancée de Lucky Luke, qui raconte un fait véritable, où à l'Est, il y avait trop de femmes et pas assez d'hommes, et à l'Ouest, il y avait trop d'hommes et pas assez de femmes. Comme tous les héros nés à l'époque où sévissait la censure, la vie sexuelle du cow-boy solitaire reste assez mystérieuse. Tu me plais, beau brun. On trouve des pistes contradictoires dans Canyon Apache, curieuse aventure où les personnages pénètrent dans un canyon et où Lucky Luke se fait couvrir de miel et lécher par un jeune indien, puis par son cheval. Les auteurs de Lucky Luke ont aussi, de toute évidence, traversé les années psychédéliques. Quel effet vont leur faire vos champignons? Simplement faire de beaux rêves. Fidèle et à l'époque du Far West et à celle de ses auteurs, Lucky Luke a su parler à toutes les générations depuis sa création. Joe! Je pense que les BD de Lucky Luke ne sont pas vieilles, elles sont, celles de Maurice et Goscinny, elles sont vraiment intemporelles. C'est aussi pour ça qu'elles ont ce succès extraordinaire. Moi, je pense à Don Quichotte, en fait. On a oublié que Cervantes, à l'époque, a fait Don Quichotte pour se moquer de toute la vogue des romans d'aventure, des romans de chevalerie. Et on a oublié les versions originales de tout ça, qui ont été balayées par l'histoire, et il reste la dimension parodique, l'humour incroyable de Cervantes. Et je pense que Lucky Luke, c'est ça aussi. Des géants de la BD surtout. Les albums de Lucky Luke sont disponibles en 30 langues. Le cow-boy solitaire est une figure familière pour plus de 80% des Européens, toutes générations confondues. Ce que j'ai toujours trouvé rigolo, c'est aussi la façon dont on apprend l'anglais en lisant Lucky Luke quand on est un enfant. Et d'ailleurs, tout le monde dit Lucky Luke, personne dit Lucky Luke. Et alors Damned, Ultimer, les noms des villes, Nottinghulch, et la façon dont les enfants ont de prononcer Nottinghulch, quoi. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on progresse en âge, on change la façon de prononcer, mais parfois non. C'est-à-dire que moi, mes filles, quand elles lisent Lucky Luke, elles continuent de dire « Alors, ça va, Ultimer ?» Plus de 300 millions d'albums de Lucky Luke ont été vendus à travers le monde. Et bien sûr, avec le succès, l'œuvre dérive en produits. Son collectionneur le plus acharné habite Courtrai, la ville natale de Maurice. Pour organiser tout ça, j'ai fait un petit carnet. La collection s'étend désormais sur 3 étages et même son challenger berlinois a dû s'avouer vaincu. Et ailleurs en Belgique, on rend des hommages esthétiquement osés au cow-boy national. Après les rails et les barbelés, ce sont les panneaux de pub qui fleurissent sur la prairie. Lucky Luke fait vendre et plus vite que son ombre. Mais malgré son énorme potentiel lucratif, la machine à cash va renoncer à un secteur industriel pourtant fort adapté à Lucky Luke. Ce que j'ai mal vécu, c'est mal vécu vraiment, en me disant mais pourquoi il a enlevé la cigarette? Et quand il a voulu acquérir le marché américain, qu'il a accepté le bout de brin de blé, je sais pas quoi, à la place de la cigarette, je me dis non. Pourquoi il a fait ça? Alors on me dit ouais mais ça c'est le business. Ouais mais ça m'embêtait.
En 1983, à la demande du studio Hanna-Barbera qui coproduit la série télé aux États-Unis, Maurice ampute Lucky Luke de sa cigarette. À l'occasion de la première journée internationale sans tabac en 1988, l'Organisation mondiale de la santé lui décerne un prix de 30 000 francs suisses. Ouais, c'est encore pire. C'est encore pire parce que quand je lis dans l'expo qu'il a eu la médaille, je me dis, mais attends, en fait, Lucky Luke, c'est la cigarette. C'est pas le brin de machin, là. Pour que Lucky Luke puisse vivre sainement, le prix a été attribué par la multinationale Philip Morris, deuxième producteur mondial de cigarettes. Avec Maurice, on a bien ri. Mais il était très content et il a accepté le prix. Du jour au lendemain, Lucky Luke ne fume plus et démerdez-vous avec ça. Ce qui est évidemment très très choquant pour le lecteur puisque c'est une pure argumentation commerciale ou en tout cas de diffusion, de merchandising qui a généré cette différence dans la série. Maurice avait commencé dans l'animation et rêvé de Walt Disney. Toute sa vie, il ne cesse d'étudier le mouvement. Il fabrique des mobiles de ses personnages et de ceux de ses amis. Son grand fantasme se réalise dans les années 70 avec les longs métrages que Goscinny et lui signent avec Pierre Tchernia. Puis, dans les années 80, avec la série télé franco-américaine, aussi dénuée de nicotine que de talent. Maurice meurt en 2001 sans avoir vu les adaptations suivantes. Les nouvelles aventures de Lucky Luke dans les années 90, puis les séries dédiées exclusivement à Rantanplan et aux Dalton. Et enfin Tous à l'Ouest, le dernier film d'animation consacré à son univers. On se connaît très bien tous les deux, hein, Rantanplan? J'ai son nom sur le bout de la langue. On me l'a vendu comme chien d'aveugle. Sans vouloir vous offenser, oldtimer, je crains que vous ne vous soyez fait rouler. Pour ne rien te cacher, fils, je commençais à avoir quelques doutes. Ça y est, Clint Eastwood, c'est Clint Eastwood. J'ai donné la papate. C'est assez passionnant de donner une voix à un personnage, et c'est un choix assez déterminant, parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, les voix, c'est le support de l'animation. C'est quand même l'énergie de l'acteur qui va inspirer l'animateur. Voilà, donc c'est extraordinairement important. Feu rouge, vous êtes aveugle? Je suis au regret de vous dresser un procès-verbal. C'est une anecdote, mais on peut la ressortir 6000 fois, hein, c'est Hergé qui reçoit la lettre d'un petit lecteur après le Temple du Soleil et le petit lecteur est déçu parce qu'il dit que le capitaine Haddock n'a pas la même voix que dans l'album. C'est une phrase merveilleuse et qu'on peut resservir 1000 fois. Quelle est la voix de Lucky Luke? Des acteurs de grand talent s'y sont collés et j'ai jamais retrouvé Lucky Luke, forcément, puisque Lucky Luke, il existe dans ma tête de lecteur. Les Dalton? Des Dalton? Les Dalton. Les Dalton. Vous allez passer une petite nuit dans la prison locale, ça vous dit? Comme ça, au moins, vous ne perdrez pas les bonnes habitudes. Retrouver Lucky Luke est parfois encore plus difficile, lorsqu'en plus de la voix, il perd carrément la tête. Adapter ces bandes dessinées en prise de vue réelle, pour moi, c'est une hérésie. Ce sont des opérations sont des opérations qui jouent sur la puissance d'une marque, sur les acteurs, enfin, qui créent une espèce de gros gâteau marketing qui séduit et qui plaît. Mais franchement, pour moi, c'est une hérésie, quoi. Vouloir faire au cinéma une adaptation d'une bande dessinée qui elle-même est une parodie du cinéma, on se mord la queue. C'est pas possible. Lucky Luke est une sorte de miroir du lecteur. À partir du moment où on essaye de lui donner corps, on dénature le personnage et surtout on quitte la dimension même d'humour parodique qui est inhérente à la série. Je sais pas si les chiens font des chats, mais apparemment les pigeons font des poulets. Mais les chevaux ne font pas de mulets sans de bons bouts en train. Car ce qui reste le plus indissociable de Lucky Luke, c'est bien sûr son créateur et le scénariste de son âge d'or. Reprendre derrière eux n'est pas si facile. Lucky Luke, moi j'avais du mal à me l'approprier en tant que paternité. C'est-à-dire que mon but et mon rôle était de reprendre dans le style de Maurice. C'est beaucoup de responsabilités et en même temps,
Je le résume toujours par un rêve de gosse réalisé. J'ai beaucoup de chance. Goscinny occupe la place centrale dans mon panthéon. Et donc, mon travail était dans cette ombre-là, toujours. Il faut réussir à être toujours soi-même, c'est-à-dire que si on m'a demandé de faire ce scénario de Lucky Luke, c'est pas juste pour meubler, c'est pour apporter aussi quelque chose. Et en même temps, en restant complètement raccord avec l'esprit. Le phénomène le plus curieux, c'est quand même celui que l'on a observé avec Spirou depuis quelques années, et maintenant Lucky Luke suit le même chemin, c'est-à-dire Spirou ou Lucky Luke vu par tel ou tel dessinateur qui va se réapproprier le personnage, le dessiner autrement et prendre les plus grandes libertés avec l'œuvre originelle. J'ai le sentiment, moi, qu'il y a une dilution de son identité et qu'à un certain moment, on ne sait plus très bien qui est ce personnage et ce qui le définit en propre. Je pense qu'un univers comme celui de Lucky Luke n'est pas inépuisable. C'est-à-dire que la conquête de l'Ouest, le Far West, les bandits, une fois qu'on a épuisé tous les codes et toutes les personnalités historiques liées à l'époque, on peut encore trouver quelques bricoles. Sinon, on fait comme Uderzo avec Astérix, on fait Lucky Luke et les extraterrestres et on tire le tapis tellement c'est abominable. On sait qu'une série est terminée quand les scénaristes font soit des voyages dans le temps, soit de rencontrer les extraterrestres. Là, on sait que c'est mort, c'est fini. Tous les scénaristes vous le diront. Ça, c'est la mort clinique d'une série. Heureusement, on n'a pas eu Lucky Luke et les extraterrestres, ni Lucky Luke voyage dans le temps, mais who knows? Et notre planète aussi s'épuise. Nous vivons dans un monde fini où il n'y a plus de continents à explorer. Et même la conquête spatiale ne fait plus trop rêver. Quelles frontières reste-t-il à repousser lorsqu'il n'y a plus de terrain pour l'aventure? Notre époque n'est peut-être pas propice aux héros, alors on se retourne vers les anciens issus d'une ère plus insouciante, en attendant de savoir en réinventer. J'aimerais bien qu'une fille se mette à dessiner Lucky Luke, ce serait intéressant qu'une dessinatrice attaque le sujet et Lucky Luke vu de son point de vue.